à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Avenir en débat. Vous avez apprécié cette émission, vous nous l'avez fait savoir. L'idée, effectivement, c'est d'aller dans le débat sans que ce soit la foire d'empoigne, sans que ce soit le cirque, mais qu'on aille un peu plus profondément dans les choses, dans les points de vue et qu'on puisse échanger. Aujourd'hui, un plateau très masculin, je le signale quand même, parce qu'ici à la France Insoumise, il faut quand même dire que les hommes n'ont pas la loi, mais pour une fois, voilà, il y a une espèce de rébellion. Et j'accueille donc Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, qui s'est distingué par rapport à ses collègues de droite et du centre-droit, notamment pour tout ce qui concerne les libertés publiques. Et tu nous expliqueras pourquoi tu l'as fait, pourquoi c'est important et pourquoi peut-être la sécurité n'est pas forcément la première des libertés, une antienne que l'on entend sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis, à ma gauche, Alexis Corbière, député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Toi aussi, tu as été en pointe avec tes collègues. Je dirais là, c'était plus massif, parce que les députés France Insoumise se sont battus, ont croisé le fer contre cette dictature sanitaire, cette tyrannie sanitaire, appelons-la comme on veut, mais au-delà de ça... Je te laisse la liberté du mot, parce que nous, on ne disait pas les choses comme ça. Mais moi, je le dis. Hein, non, mais j'entends bien. Non, mais comme tu sais, chaque mot... Voilà, chaque mot compte, c'est pour ça. Ouais. Nous, on n'a pas utilisé ce vocabulaire à l'Assemblée nationale. En tout cas, il y a eu les libertés publiques qui ont été rognées, y compris sur la loi de sécurité globale, on en parlera peut-être, puisque tu en as été le rapporteur. Et donc, ce que je propose à l'un et à l'autre, on va commencer par Loïc Hervé, c'est de se présenter brièvement en 2 minutes avec une petite profession de foi, voilà, pour que nos téléspectateurs qui nous suivent puissent te découvrir. Alors, je m'appelle Loïc Hervé, je suis sénateur de la Haute-Savoie depuis 8 ans, ça fait déjà longtemps, je suis en train de mon 2e mandat. J'ai été un élu local, un maire, un président d'intercommunalité dans une vallée industrielle qui est la vallée de l'Arve. Et puis au Sénat, je suis membre de la commission des lois. C'est pour ça que j'ai été rapporteur d'un certain nombre de textes et que je suis très attaché aux libertés publiques. Il y a 8 ans, le président du Sénat, Gérard Larcher, m'a nommé membre de la CNIL. C'est aussi un endroit où j'essaye de défendre les libertés. Puis dans cette maison qu'est le Sénat, je m'intéresse beaucoup notamment aux questions du droit des femmes, puisque je siège à la délégation aux droits des femmes depuis 2017. Donc un mandat unique. Je suis conseiller municipal de ma commune de Marnin, en Haute-Savoie, mais aujourd'hui j'ai décidé d'occuper l'essentiel de mon temps sur le terrain dans mon département et à Paris dans mes fonctions parlementaires. Alexis. Moi, je suis député depuis 2017, jusqu'à la prochaine échéance qui vient. D'abord, moi, je me définirais par mon métier parce que je suis prof en lycée professionnel, prof d'histoire, militant aussi quand j'étais déjà au lycée, militant dans nombre d'organisations. Moi, j'ai 53 ans maintenant, qui étaient des organisations qu'on qualifierait aujourd'hui, pour faire simple, d'extrême gauche. Je salue notamment Alain Krivine qui est décédé. Voilà, moi, je militais dans des organisations de ce type. Mais les grands combats qu'on menait étaient à l'époque contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre ce qui nous semblait des injustices. Moi, mon premier engagement a été pour libérer Nelson Mandela dans les années 80. Bref, de fil en aiguille, après tous ces engagements, une rencontre aussi avec Jean-Luc Mélenchon, qui lui avait fait un choix d'être dans le grand parti de gauche à l'époque, qui était le Parti socialiste. Ça peut sembler un monde révolu, mais qui a existé, et où il avait une stratégie avec d'autres d'essayer d'influencer ce Parti socialiste afin qu'il n'évolue pas vers une ligne social-libérale. Donc je suis rentré au Parti socialiste, j'ai été aux côtés de Jean-Luc Mélenchon dans beaucoup de ses expériences. Ça, c'est les années 96-97. Prof de lycée professionnel, Mélenchon devient ministre de l'enseignement professionnel. Je travaille à ses côtés. Je milite à Paris totalement. C'est le grand moment, le grand bouleversement de Paris, qui était longtemps de droite, qui bascule à gauche. Je me retrouve élu municipal, quasiment par hasard, etc., etc. J'ai été élu à Paris jusqu'en 2014. Après, j'ai été battu. Puis je suis reparti dans la campagne, évidemment, de 2017, Jean-Luc Mélenchon, et je me retrouve aujourd'hui député. On va en parler, je veux dire, député d'opposition, évidemment, c'est pas la chance qu'a Loïc Hervé, qui lui est majoritaire de son point de vue. Ouais, non, mais ça permet de faire des choses. Mais on a utilisé, je t'en dirai 2 mots, avec le groupe. Moi, je pense que notre force à nous, comme insoumis, c'est d'avoir agi collectivement. Et on a essayé d'utiliser cette enceinte particulière, ce temple républicain, mais qui est souvent malmené, pour en faire une tribune, pour faire entendre des choses. Et je crois qu'on a fait passer des messages, enfin du moins on a été des points d'appui par le travail qu'on a fait à l'Assemblée nationale. Mais ça va être sans doute l'objet de notre discussion. Alors justement, cette
démocratie parlementaire, tous les observateurs, qu'ils soient de droite ou de gauche ou du centre, sont d'accord pour dire qu'elle a été malmenée durant ce quinquennat. Et effectivement, et au Conseil de défense sanitaire, un organe opaque, sans compte-rendu, sous secret défense, et puis des droits des parlementaires, notamment, surtout, je dirais, à l'Assemblée nationale. Quelqu'un a utilisé, ça a fait Flores, l'expression de député Playmobil. C'est pas terrible, mais ça dit bien quelque chose. Comment, toi, tu l'as vécu? Tu es quand même, tu as la majorité, Alexis l'a rappelé, au Sénat, tu fais partie d'un groupe majoritaire de droite et du centre-droit. Est-ce qu'au Sénat, ça a été moins pire, entre guillemets, qu'à l'Assemblée nationale? Et est-ce que les droits de l'opposition ont été un tantinet respectés? Alors c'est sans doute ce texte sur la sécurité sanitaire, enfin ces textes, parce qu'il y en a eu plus d'une dizaine, un mauvais exemple, parce que à bien des égards, les oppositions ne se sont pas faites sur le schéma classique, c'est-à-dire en gros le groupe LR et les centristes contre le groupe socialiste et le groupe communiste. Donc nous, on a eu une réalité, c'est que les textes sont arrivés au Sénat, la majorité a essayé de les améliorer, donc il y a une espèce de volonté d'aller quand même dans le sens du gouvernement en modulant un petit peu les dispositions, mais in fine, le Sénat s'est jamais tellement opposé au texte. Le Sénat a plutôt édulcoré les textes et à la fin, dans la plupart des cas, a conclu en commission mixte paritaire. C'est-à-dire le moment où députés et sénateurs ont trouvé des terrains d'entente. Moi, je peux parler de moi, par contre. Est-ce qu'il y a eu, je te coupe brièvement, est-ce qu'il y a eu une part d'hypocrisie de la part notamment de Gérard Larcher, président du Sénat, ou du groupe de droite, qui faisait mine un peu de s'opposer Non, je crois qu'il y a eu, parce qu'il faut se remettre dans la situation de mars 2020 et du début du Covid. Je crois que de la part de Gérard Larcher et de Philippe Bas, qui était président de la commission des lois, ou rapporteur du texte quand il n'était plus président, de la bonne volonté, en disant on va essayer de trouver un équilibre entre sécurité sanitaire d'une part, et puis d'autre part la question de la liberté, enfin de la préservation, un tant soit peu de la liberté, et y compris des droits de la démocratie. Et donc on a eu cette période-là. Mais je pense que le problème de cette attitude-là, de ce choix qui a été fait au départ, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que, puisque tous les engagements pris par le gouvernement de ne pas toucher aux libertés publiques ont servi de marchepied, finalement, dans le texte suivant, à aller atteindre et la liberté d'aller et de venir, et la liberté du commerce et de l'industrie, et les droits démocratiques, etc., jusqu'à aller quand même imposer de justifier son état de santé pour avoir accès à des actes de la vie quotidienne. Et donc, à la fin, finalement, le Sénat, qui normalement est une institution de garantie des droits démocratiques, en tout cas ça a été à de nombreuses reprises sous la Ve République une institution qui s'est posée en gardien, et ben, nous nous sommes trouvés un peu coincés et on n'a plus été en capacité de le faire, a fortiori quand Valérie Pécresse, pour les Républicains, a dit qu'il fallait accepter ce fameux pass sanitaire élargi devenu pass vaccinal. Alexis, alors là peut-être qu'on est dans la caricature à l'Assemblée nationale de cette monarchie républicaine. Des milliers d'amendements ont été déposés, les droits de l'opposition ont été balayés parfois avec un certain mépris, beaucoup de violence verbale aussi. Comment tu disais, effectivement, le groupe France Insoumise a été très uni, très fort pour en faire une tribune, mais ça dit quelque chose aussi du fonctionnement assez peu démocratique. Et on parlera ensuite de la 6e République. Oui. Moi, alors je connais pas assez bien Loïc Hervé, peut-être ça s'applique à vous aussi. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Mon père est petit employé, ma mère travaillait pas, 3 frères, etc. Bon, sans jouer de violon, rien ne me prédestinait à être élu parlementaire. Moi, j'ai été très fier d'être député quand je suis arrivé là. Moi, j'adore l'histoire, la Révolution française. Je te dis, je suis dans le temple de la République. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous a fait le même effet. Au début, on se dit quand même, quoi. Bon. Et je dois avouer qu'après 5 ans de mandat, il y a un songe et un grand spleen où on se dit le pouvoir n'est pas là. Tu vois, bon. Donc ça, c'est quand on est républicain, c'est quelque chose qui est assez troublant parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression que voilà, où est le lieu de décision. Alors première chose, alors là encore sans polémique avec un sénateur, c'est que
quand même, quand on est député, moi, je n'oublie pas, la question centrale, c'est la souveraineté populaire. Et observer quand même que les députés que nous sommes, les 577 députés, en réalité, ont une faible représentation. Je répète souvent cet argument en meeting. Je suis élu 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, tu l'as dit Didier, c'est Montreuil-Bagnolet, je fais 59% au second tour. Magnifique score. En vérité, quand je le reporte au nombre d'électeurs inscrits, je ne représente que 21% des électeurs inscrits de ma circonscription. C'est-à-dire que 80% des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour leur député. Et je me prends pour exemple, pour qu'il n'y ait pas de controverse, c'est le cas des 576 autres. Donc on se retrouve finalement avec une Assemblée nationale qui est censée être la représentation nationale, mais qui a une très faible représentativité, si je puis dire. Ça pose déjà un problème majeur, c'est-à-dire que tu observes, en plus au bout d'un moment tu commences à connaître les gens, la sociologie des gens qui sont élus. Là, on était censé avoir, avec les macronistes, un grand renouvellement. Tu t'aperçois que le renouvellement est quasiment presque moins intéressant que ce qu'il y avait avant. Encore moins d'ouvriers, encore moins d'employés, de plus en plus de professions type avocat, CSP+. Donc ça pose un problème, parce que tu te dis, mais qui on représente? Et je pense que c'est un facteur d'accélération de la brutalité de tout, y compris de la vie politique, des gens qui ne croient plus aux institutions, parce que finalement, c'est même pas qu'ils ont changé d'opinion, c'est qu'ils n'ont jamais voté pour nous de toute manière, ils n'ont jamais voté pour Macron, ils n'ont jamais voté pour les députés, etc. Donc ça pose un problème. Et ça a alimenté, pour le coup, ma réflexion avec mes amis, de dire... Quand on est républicain, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut des formes d'organisation institutionnelle pour réguler nos débats. Loïc Hervé et moi, nous avons des désaccords. Moi, j'ai la passion, comme vous, du débat, mais on va accepter une logique, on va présenter nos désaccords, puis après, il y aura un scrutin, et on s'inclinera. Si Loïc Hervé gagne, moi, il n'y a pas de problème. Bon, et vice-versa, j'imagine. Le problème, c'est que quand on a l'impression que le système, quand même le souverain ne vient plus, le peuple ne vient plus, là, on se dit qu'au bout d'un moment, on a du mal à accepter les règles. Bref, c'est une manière de dire que ça, c'est déjà le premier aspect. Deuxièmement, à l'occasion de la crise sanitaire, puisqu'on en parle, qui est un sujet qui aurait pu amener à ce qu'on se dise, bon, là on est face à un adversaire qui n'est pas une puissance étrangère, voilà, je veux dire, auquel on peut donner à tout le monde les éléments pour qu'on les apprécie ensemble, pour prendre des décisions. Et on va essayer, face à des choses sans doute inédites à prendre, d'avoir un consentement général de la population, de dire, voilà, au vu d'un examen de la situation, voilà ce qu'on pense qu'il faut faire. Et là, pour le coup, le pouvoir a fait tout l'inverse, c'est-à-dire une espèce de conseil de sécurité sanitaire un peu bizarre. On ne sait pas trop pour quelles raisons les décisions ont été prises. On n'échangeait pas vraiment les informations. Bon, et ça a amené un durcissement qu'on a observé sur à la fois le rapport que le ministre, en l'occurrence de la Santé, Véran, il a son style en plus très arrogant bien souvent, et on découvrait des mesures qui n'étaient pas vraiment débattues, et sitôt qu'on voulait les mettre en débat, on était conspirationniste, on n'était pas sérieux, on était irresponsable. Bon, une manière assez pesante de mener la discussion. Et ça, ça doit nous interroger sur le fait que on ne dirige pas un grand pays de manière générale et un peuple par le coup de fouet ou la menace et comment dirais-je, la décrédibilisation des arguments. Et c'est clair que ces institutions permettent de faire ça. Alors nous, on a fait le boulot, on a fait des propositions de textes, des propositions sur la question sanitaire, de plans de sortie. On a mis des éléments dans le débat. Je les reprends pas tous, mais disons, puisque notamment quand on est dans les grandes agglomérations, le moment où on va au travail est un lieu de concentration de population, pourquoi pas organiser un roulement dans le temps où on se rend au travail. Il y avait les célèbres purificateurs d'air, c'est devenu un running gag quasiment, mais on disait pourquoi pas, vu que vous en parlez, et tout ça a été souvent balayé. Bref, mais moi je trouve que ça a été une caisse de résonance, ce débat, de la faiblesse de nos institutions. Et je crois qu'on doit en tirer des conclusions politiques. Je forme le vœu que tout le monde se dise, il faut que le monde de demain soit pas le même le monde qu'avant. Et puis surtout, ce qu'on a découvert ensemble, c'est que l'hôpital public, qui était notre fierté nationale, franchement, quand on voyage à l'étranger, moi j'ai de la famille en Amérique latine, souvent on se dit la France, il y a plein de défauts, mais enfin, on avait un rapport jusque-là qui n'était pas en rapport. Tiens, justement. Là, on a découvert un hôpital public très affaibli. On va écouter, regarder Loïc Hervé à la tribune du Sénat, puis on revient tout de suite vers vous. Quand on défend les libertés publiques, il faut accepter 3 choses. Être minoritaire, avoir raison trop tôt, et accepter que c'est un combat de long terme. Voter la suppression de l'article 1er, c'est mettre un coup d'arrêt à cette fausse bonne idée qu'est le pass sanitaire et à son extension. Ce pass sanitaire pose des questions de principe considérables et des questions d'applicabilité qui ne sont pas moindres. Cela a déjà été évoqué par un certain nombre de nos collègues. Alors pour certains, c'est un nouvel accommodement raisonnable, c'est un nouveau mal nécessaire. Mais mes chers collègues, où est-ce que cela nous emmène ? À la vaccination obligatoire à l'automne ? À accepter un nouveau confinement entre les deux ? C'est-à-dire à avoir les 3 en même temps ? L'évolution de la situation sanitaire ne justifie pas,
Monsieur le ministre, Madame la ministre, de remettre en cause les engagements que vous avez pris à cet endroit, au nom du gouvernement, il y a seulement 2 mois. Et mes chers collègues, le pass sanitaire que nous votons aujourd'hui, on risque de l'avoir pendant des mois ou des années. Et puis, l'argument supplémentaire que je veux apporter, c'est que votre collègue Gérald Darmanin a évoqué la situation du terrorisme dans notre pays. Au moment même où le ministre de l'Intérieur a écrit au préfet pour leur dire que la situation est extrêmement périlleuse, que des menaces importantes pèsent sur la personne du président de la République, pèsent sur lui-même, pèsent sur des responsables politiques, et que nous sommes dans une période où un attentat est peut-être imminent, et bien à ce moment-là, vous allez prendre la décision de faire des contrôles d'identité par des policiers et des gendarmes dans des restaurants pour savoir si les Français ont ou pas leur passe sanitaire. C'est QFD. Donc on arrive à une séquence qui s'appelle C'est pas clair. Alors pour le coup, là, c'est très clair. Qu'est-ce que, justement, ça dit, ce passe sanitaire? Premièrement, un sésame qui n'en était pas un, puisqu'elle n'a pas empêché la contamination ni dans un sens ni dans l'autre. Et on a à la fois limité fortement les libertés publiques, tout en offrant un sésame un peu illusoire, qui était en fait, on peut boire une bière, on peut aller au café, on peut avoir une vie sociale, etc. Premier point. Deuxième point, c'est ce que tu laisses aussi un petit peu entendre dans ton exposé. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'aller vers d'autres passes? Mais bien sûr. Pour le terrorisme, pour la sécurité, pour l'écologie, que sais-je encore. Et est-ce qu'on n'est pas finalement sorti du droit commun, de la Constitution, pour aller d'exception en exception? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème de ce quinquennat? Le premier problème, c'est d'avoir eu l'idée. D'avoir eu l'idée de demander aux Français, dès le mois d'avril, puis renforcé en juillet, puis à nouveau à l'automne, de présenter un document, souvent numérique, pour avoir accès à des actes de la vie quotidienne. Mais ça, à la rigueur, si ça avait été vraiment ultra temporaire, comme l'ont été les 2 confinements, je ne vais pas dire pourquoi pas, parce que j'aurais évidemment voté contre et je me serais battu, mais ça aurait été peut-être moins inacceptable. Le problème, c'est que le dispositif a duré, le problème, c'est que le dispositif a existé, qu'il a été élargi, et le problème de fond, c'est que les Français l'ont accepté. Donc l'accoutumance sociale pour les besoins d'une cause dont on peut, sur un plan même médical, sanitaire, qu'on peut remettre en cause, puisqu'on sait très bien, j'en suis le témoin vivant, je suis vacciné 3 fois et j'ai eu le Covid ensuite. On sait très bien que le pass sanitaire n'a absolument pas jugulé l'épidémie et son développement. C'est qu'en fait, on a fait rentrer dans notre droit, à grande échelle, la possibilité d'avoir des recours à ce type de limitation de liberté publique. Et ça, c'est très grave. On a été peu nombreux. Les collègues de l'Assemblée nationale ont été un certain nombre. Vous, à la France Insoumise, mais quelques collègues sur les bancs des Républicains. Je pense à Philippe Gosselin, avec lequel je siège à la CNIL. On a été quelques-uns alertés là-dessus, à le dire, à avoir un certain écho dans l'opinion publique quand même si les Français étaient peut-être, je le dis, parler d'accoutumance, d'accord qu'on le fasse quelques mois, mais on s'en est bien rendu compte quand même que le dispositif a duré. On a été un certain nombre à nous exprimer là-dessus, à nous opposer à cela. Et donc ça interroge sur l'avenir. Et moi, je suis désolé de le dire, je le dis devant un collègue député, mais sur les 925 parlementaires français, combien ont une culture des libertés publiques, de l'histoire des libertés publiques, du fait que tout ça s'inscrit dans un temps long et que on n'est pas finalement très familier de ces défenses-là. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance de siéger à la CNIL, à la commission des lois du Sénat, et il faut vraiment, dans les 5 ans qui viennent, mais je ne sais pas si la présidentielle sera un juge de paix de cela. Dans tous les cas, demain, d'autres sujets viendront. Ce matin, au Sénat, on a reçu Cédric O sur les questions de reconnaissance faciale. Mais je veux dire,
il évoquait le fait que le débat démocratique doit avoir lieu après des expérimentations, etc. C'est une nouvelle frontière pour les libertés publiques. C'est un nouveau sujet qui va nous arriver sur le coin de la table. Et l'enfer étant toujours pavé de bonnes intentions, on a toujours des bonnes raisons d'atteindre aux libertés. Et ce mécanisme de la crise Covid est un moment historique pour nous. Est-ce que demain, d'autres raisons liées au contexte politique, social, au contexte international, on peut en parler, devra justifier que nous atteignions à nouveau un certain nombre de libertés. Moi, depuis le Bataclan, nous sommes sous régime d'état d'urgence quasi permanent, soit sécuritaire, soit sanitaire. Et ça m'interpelle. Et comme on aura tellement affaibli le Parlement, depuis 1958, hein, c'est vraiment le cas, on est un régime parlementaire, on en parlait, on en est le témoin tous les deux, on aura tellement affaibli le Parlement que finalement, eh bien, on pourrait atteindre aux libertés publiques beaucoup plus facilement dans l'avenir qu'on ne pouvait le faire jusqu'à maintenant. Alors Alexis, justement, certains ont parlé, avec les Gilets jaunes déjà, puis ensuite avec la loi de sécurité globale, puis avec le Covid, jusqu'à un certain paroxysme, je dirais, de changement de paradigme et du début d'une sorte de crédit social à la chinoise. Je rappelle pour tout le monde, on a un certain nombre de points en Chine, et il faut un comportement parfait. Si on ne paye pas son amende, on ne peut plus prendre le métro. Si on fume une cigarette à un endroit interdit, puis on ne peut plus prendre l'avion, puis on ne peut plus avoir d'emploi, puis on ne peut plus se loger. Et son nom, infamie suprême, quand on franchit un portique par reconnaissance faciale dans les gares, dans les lieux publics, s'affiche comme un mauvais citoyen. Est-ce qu'on n'a pas déjà basculé? Est-ce que la Macronie, au sens large, n'est pas un petit peu fascinée par ces gadgets? On a vu le président de la République, Emmanuel Macron, avoir l'état d'avancement des dossiers de ses ministres sur son portable, avec une start-up qui avait inventé justement. Est-ce qu'on n'est pas justement dans ce basculement qui fait qu'on gère plus les comportements, au sens large donc, en oubliant les libertés individuelles et les libertés collectives? Bon, on n'est pas encore là, mais c'est la pente. Je veux dire que tout le monde voit qu'un sénateur comme Loïc Hervé, je veux dire que nous, les Insoumis, on a une parole parfois un peu vive, on nous simplifie comme ça, mais qu'un sénateur centriste dise ce que vous venez de dire est fort quand même, je veux dire qu'il y ait cette inquiétude. Alors bien sûr, on nous dira toujours, on n'en est pas là, mais c'est important qu'il y ait des hommes comme vous, qui soient un peu des vigies pour dire attention, on peut aller vers là si on n'y prend pas garde. Moi, ce que je trouve, et c'est un peu une manière de répondre à ce que dit Didier Maistre, bon, moi, ce que j'ai trouvé détestable aussi dans cette période, c'est que le gouvernement a fonctionné en fabriquant des ennemis. À un moment donné, c'était les jeunes. Les jeunes sont responsables du retour du Covid. Je ne sais pas si vous en souvenez. Alors, on avait médiatisé sur des pelouses. S'apercevant pas que la même jeunesse avait été maltraitée, si je puis dire, dans notamment la jeunesse étudiante ou en formation, enfermée, je veux dire, avec des traumatismes, des conséquences psychologiques d'une jeunesse qui voit un monde incertain, d'une jeunesse précarisée comme jamais, des queues devant des différents organismes qui distribuaient des aides sociales. Bon, cette jeunesse qui a été mise à rude épreuve, le gouvernement a dit non mais ils sont irresponsables. Ensuite on a eu le moment où ceux qui se refusaient à la vaccination seraient responsables, et on a eu des mots quand même extrêmement je veux dire problématiques de la part du président de la République, qui a même pris avec une forme d'humour, que sais-je, disant qu'il avait envie d'emmerder ceux qui ne se vaccinaient pas, qui est une manière de les désigner. On a même entendu des gens dire faut-il accueillir à l'hôpital des gens qui refusent de se vacciner, attention, je veux dire, alors bon, on n'est pas complètement allé jusque-là, mais ça a été débattu. Alors si on pousse le raisonnement, on sait aujourd'hui que le tabac a des dégâts, est-ce que le fumeur doit être soigné? Vu qu'on sait tous, même ceux qui fument, et ça m'arrive de fumer, que c'est mauvais pour la santé. Celui qui boit, et pardon, je le confesse, il m'arrive de boire un coup de rouge, sans doute, et autres boissons, on sait que l'alcool est mauvais pour la santé. Bref, si on pousse ce raisonnement un peu hygiéniste, le terme est trop fort de ma part, mais enfin qui consiste à dire, vu que vous avez tous les éléments, vous êtes en gros responsable de vos problèmes, nous ne sommes plus dans une société, bon, où on va? Et là, je trouve qu'il y a quand même des choses qui ont été dites durant ce débat, à la fois une stratégie politique de désigner l'adversaire, c'est-à-dire que le problème n'était plus l'affaiblissement du service public dont on parlait tout à l'heure, en raison de politiques très claires, notamment qui consistent à dire que le service public, ça coûte trop cher, qu'il peut y avoir des alternatives, y compris en passant par le privé, il peut y avoir de la rentabilité sur les personnels. C'est ça le problème auquel on a été confronté d'abord du Covid, c'est notre faiblesse de capacité d'encaissement, si je puis dire, de la montée de gens qui se tournaient vers l'hôpital public. Et on a fabriqué indiscutablement des cibles, des adversaires et des boucs émissaires, c'est assez classique. Et enfin, deuxièmement, évidemment, sur les libertés publiques,
attention, ce n'est pas une planante, et vous avez raison de le souligner. Les modifications technologiques font que de plus en plus, on le voit bien dans notre quotidien, le ciblage sur la possibilité qu'on ne dise plus des citoyens, mais des consommateurs en puissance, avec des capacités d'écran de reconnaître qu'en raison du smartphone que vous portez dans la poche, on va vous cibler sur un type de publicité. Tout ça est en train d'être débattu aujourd'hui. Et il faut être très vigilant. On voit bien, moi je vais vous dire une chose... à l'occasion de la campagne, j'ai dit non, mais on m'a proposé, il y a des boîtes qui font du marketing politique aujourd'hui, qui proposent aux candidats de le faire. Ça veut dire qu'on va, on me dit qu'il y a des adresses mail que les gens ont accepté de les donner, je suis persuadé qu'ils n'ont pas complètement compris que ça pouvait être racheté par des candidats politiques, et vous allez recevoir sans doute à la maison un mail sur un ciblage, en raison notamment des données iris, où on sait que vous êtes une mère célibataire, on sait que vous êtes retraité, etc. Bon, attention à cette société. Moi, sur le coup, les gens qui vous le présentent, c'est très séduisant, mais vous dites, on va où, là, dans comment dirais-je, la possibilité d'être très intrusif et d'avoir un discours uniquement ciblé sur vous, qui n'est plus une réponse générale. Ce sont les débats de l'heure. Et je dois avouer qu'effectivement, le macronisme ne nous a pas habitués à avoir une sagesse par rapport à ça, mais au contraire une forme de brutalisation, de folklorisation de ceux qui en plus portent les problèmes. C'est le mot, on pourrait faire une émission là-dessus, du complotisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que tu critiques, ah mais t'es complotiste. Non mais bon, je veux dire, comme dire l'autre, hein, même les paranoïaques ont des ennemis. Hein. C'est pas parce que, je veux dire, il y a des complotistes, ça existe, des barjots, qu'on n'a pas le droit aussi de dire... Ah, il y a aussi, on a le droit de réfléchir. On a le droit de réfléchir. D'avoir un esprit critique. Et on a le droit d'avoir observé qu'il y a aussi des stratégies... comment dirais-je, notamment en termes tous ces débats de sécurité, de faire avancer des équipements publics qui rapportent de l'argent, qui consistent à faire avancer des débats et du lobbying. Et on peut aussi voir dans tel ou tel discours politique, parce que, pardon, je conclue là-dessus, c'est une manière de te répondre. Bien sûr que ça ne se passera pas d'un coup. Ce sera toujours par petites doses que des sujets. C'est pour ça qu'il faut être vigilant dans ces sujets. Dire, attention là-dessus. Mais il y a un aspect positif, pardon, sur la crise du Covid, c'est qu'on a vu aussi qu'il était possible que tout s'arrête à un moment donné, et qu'on puisse éventuellement, face à un problème, c'est-à-dire que face au danger du virus, la société s'est momentanément arrêtée, on a trouvé des solutions. Moi, j'ai envie de dire, dans une société où il y a 9 à 10 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, dans une société où il y a des millions de gens qui sont mal logés, dans une société, etc., on pourrait avoir, vous voyez ce que je veux dire ? La même exigence de dire, puisque, et ça semblait fou quand même. Puisque ça ne marche pas, non, on s'arrête. Vu qu'on a trouvé des solutions énergiques pour régler un problème, pourquoi on ne le réglerait pas ? Pourquoi on n'utiliserait pas aussi des solutions énergiques pour d'autres problèmes au moins aussi important. Alors nous allons écouter justement Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale sur le pass sanitaire, et ce sera l'occasion de réagir et de mettre les points sur les i et les barres sur les t, justement. On regarde tout de suite. Tout ça est insupportable. Tout cela pour ramener à une chose et unique. Vous avez choisi comme seule réplique le vaccin. Personne parmi nous ne dit que le vaccin est inutile. Personne parmi nous ne fait autre chose que de dire qu'il est soi-même vacciné, et nous notons l'hypocrisie qui est la vôtre lorsque vous nous accusez, alors même que vous refusez qu'il y ait la liberté des licences sur les vaccins pour que la planète entière puisse se vacciner. Parce que tant qu'il n'y a pas de licence sur les vaccins, le virus continuera à faire des variants. C'est donc une contradiction totale que de faire l'apologie des vaccins et d'en refuser l'accès à des milliards d'êtres humains par pure cupidité et volonté de satisfaire le Big Pharma. Alors, c'est pas clair, j'allais dire volume 2. Ça permet justement d'éclaircir ce point. On a fait ce procès à Jean-Luc Mélenchon et à d'autres aussi qui s'étaient opposés avec vigueur au pass sanitaire, puis au pass vaccinal. On leur a dit, vous êtes des complotistes et des anti-vax. Le système adore, avec des médias qui sont un peu serviles, nous allons dire, créer des néologismes dépréciatifs. Il faut fabriquer un adversaire. Il faut toujours fabriquer un adversaire, un bouc émissaire. Qui est sournois, voilà, qui est l'agent de la quelque victime chose. expiatoire, l'agent de l'étranger, et, voilà. et c'est le punching ball, quoi. C'est ça. Il a dit, lors d'une émission télévisée avec beaucoup de vues, de succès, que justement, il allait poursuivre si le vaccin était obligatoire, la dame dans la rue. Et alors, bien sûr, c'était un trait d'humour. Est-ce que tu peux clarifier, une fois pour toutes, cette position, dire quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon, et au-delà, sur la vaccination, obligatoire ou pas obligatoire, et pourquoi elle est décorrélée du pass vaccinal et du pass sanitaire? Parce que beaucoup de gens attendent cette clarification. Je sais, sur les réseaux, des milliers de gens me harcèlent, disent il faut qu'il apporte une réponse sur le sujet. Donc tu vas par le truchement d'Alexis Corbière. Le truchement.
Non, mais il y a des vaccins qui sont obligatoires et ça me semble être une bonne chose. Je veux dire, moi j'ai des enfants, il faut les faire vacciner, mais ce sont des vaccins qui ont une histoire plus longue, dans lesquels le recul était un petit peu plus important, avec des techniques vaccinales en plus, qui ont été plus, comment dire, d'un point de vue médical, Éprouvé. Bon, voilà. Donc moi je suis favorable, je vaccine mes enfants et j'invite chacun à vacciner ses enfants. Ça a fait reculer des épidémies, ça a même fait disparaître des maladies qui étaient terribles. Je pense sur la poliomyélite ou autre. Enfin, moi j'avais dans ma famille les gens qui avaient subi ça, je veux dire, le fait que la jeune génération, bon, chacun le comprendra. Donc après, là, on était face à quelque chose de nouveau, où y compris l'OMS, nous on a toujours pris, l'OMS disait, l'obligation vaccinale, ça ne marche pas, il faut convaincre, et on pouvait avoir, effectivement, dans la population, des questions qui étaient posées sur la pertinence de tel ou tel vaccin. Donc nous, on n'était pas favorable à la vaccination obligatoire. Toutefois, on pense que le vaccin fait partie de la palette des propositions. C'est une des solutions. Voilà, c'est une des solutions, c'est la mienne. Voilà, Je vais dire un truc comme Jean-Luc, moi je me suis vacciné, très bien, mais je connais aussi des gens qui ne souhaitaient pas se vacciner et ils avaient la possibilité éventuellement de faire différents tests. On peut les comprendre, ces gens aussi. Voilà, on peut discuter avec eux pour les convaincre, mais de toute manière, je ne crois pas au fait qu'il faille en faire des marginaux sociaux. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller dans des lieux publics, qui ne peuvent plus manger. Des métèques, au sens antique du terme. Qui ne peuvent plus des travailler. non-citoyens. Ça n'a pas de sens. Surtout que, comme l'a pointé le sénateur Loïc Hervé, c'était dans votre intervention tout à l'heure, et c'était assez pertinent, c'est qu'il y avait même parfois le paradoxe de quelqu'un qui s'est vacciné, qui avait le pass vaccinal ou sanitaire, qui pouvait être porteur de la maladie, alors et lui pouvait le faire aller au resto, alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui s'était testé la veille, dont il était clair qu'il n'était pas bon. Donc on était sur quelque chose qui devenait un peu surprenant. Donc nous, notre technique, nous on a toujours dit que parmi la palette des propositions, le vaccin est une proposition très forte, mais il y a d'autres choses qui doivent être faites. Je l'ai pointé tout à l'heure, notamment en milieu scolaire, développer des capacités de dédoubler des classes en embauchant pour que les gamins ne soient pas regroupés, les éternels purificateurs d'air, les techniques notamment pour éviter les concentrations de population, donner des moyens à l'hôpital public aussi pour avoir une capacité d'accueil plus importante et ne pas fermer des lits en période de pandémie, ce qui a été fait, etc. etc. Voilà, c'est une manière de répondre à ce stade. Après, je veux dire, ça n'est pas une interdiction de dire, ou du moins, il y a peut-être des moments où des vaccinations obligatoires sont pertinentes, mais là, ça ne nous semblait pas être la réponse. On l'a dit, alors je ne sais pas où était un peu l'ambiguïté, parce qu'en plus, il y a des vieilles images, c'est ça que tu évoquais, d'images de Jean-Luc, où il parlait d'autres choses précédemment. Non, alors voilà, les ambiguïtés, elles sont aussi créées et entretenues, mais je voulais que les choses soient claires. Oui, parce que c'est vrai, à l'inverse, on va se parler clairement. Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il y a toujours le mot anti-vax, mais moi, il y a des gens, je les aime bien, mais il y a des gens qui, de mon point de vue, avaient une vision totalement erronée, quasiment à la fin, on voulait nous inoculer des... Bon, il s'est dit aussi des sottises et des comparaisons insupportables entre la vaccination et je sais pas quoi. Donc, mais j'espère que le message est clair. Moi, il faut prendre au sérieux les gens qui se posent des questions, il faut essayer de les convaincre, et il faut aussi voir comment on peut finalement leur accorder des libertés publiques élémentaires, même s'ils n'ont pas fait ce choix, en assurant aussi qu'ils protègent l'ensemble de la population et qu'ils ne soient pas facteurs de diffusion du virus. Bon, c'était possible. Je pense que c'est J'ai clair. fait le job ou pas? Je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Justement, alors, on va aller vers la conclusion de cette émission en abordant la troisième séquence. Je voudrais qu'on parle l'un et l'autre de la 6e République, parce qu'on l'a vu à l'occasion notamment des Gilets jaunes, mais pas que, s'exprimer dans la rue une volonté justement de sortir de cette monarchie républicaine et d'avoir une démocratie qui soit plus participative. Et à l'avenir en commun, c'est une des mesures phares, c'est de changer de république, de passer à la 6e République pour justement, avec une constituante, finalement, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, refonder le peuple français dans sa manière d'agir sur les événements, dans sa manière de se prononcer. Il y a des années qu'il n'y a plus de référendum, et le dernier, le président de la République, Sarkozy, s'est assis dessus avec force et fracas, c'était celui sur l'Europe. Donc, Loïc Hervé, cette 5e République, elle a vécu, elle a une constitution magnifique. Non, je ne dirais pas ça, mais alors, on va y revenir. Est-ce qu'elle n'a pas été finalement très adaptée à la personnalité du général de Gaulle? Et il faut dire qu'à la suite de tous les présidents qui lui ont succédé, n'avait pas tout à fait la carrure, jusqu'à Emmanuel Macron, qui, lui, a le plus grand mépris pour les institutions. Je crois que tout le monde peut accepter cette idée. Est-ce qu'il est
important pour toi de rompre avec cette Ve République, et même si tu l'appelles pas Sixième République, aller vers un processus plus démocratique, plus participatif? Alors, la première des choses que je voudrais dire, c'est que, étant issu de la famille centriste, on n'est pas les plus grands turiféraires de la Ve République, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque même en 58, ou juste avant, cette notion d'une république aussi présidentielle que celle que le général de Gaulle nous a léguée, et même si cette Ve République n'a pas que des défauts, elle a permis une grande stabilité politique, elle a permis un certain nombre de grandes choses de se faire, mais quand même, aujourd'hui, de mon point de vue, elle n'est plus adaptée au pays. 1958, la France est un empire colonial, une grande puissance. Le traité de Rome a été signé l'année d'avant. Donc, on est dans une France. La France de 58 n'existe plus en réalité. Et je pourrais même pas citer la décentralisation comme exemple aussi dans l'organisation des pouvoirs. Donc, nous avons besoin, évidemment, d'un aggiornamento significatif de nos institutions. Mais je pense que la première question à se poser, et on est 2% en France à le penser, c'est le mode de désignation du président de la République. Oui. Moi, je suis contre l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Je sais que on est très, très peu à le penser. Je pense que la France est un peuple monarchiste et régicide, et que lui donner l'occasion d'élire son roi tous les 5 ans, et de le tuer éventuellement tous les 5 ans, c'est une vraie difficulté. Et comme on n'a pas, évidemment, aujourd'hui, des gens de la stature du général de Gaulle, le quinquennat a fait son œuvre, et donc cette espèce d'américanisation du rythme fait qu'on est en campagne permanente. Avec l'inversion du calendrier, en plus. Avec l'inversion du calendrier, avec quand même l'affaiblissement des pouvoirs du Parlement. J'étais d'accord avec le président de la République sur la réduction du nombre de parlementaires, mais pas pour avoir moins de pouvoir, pour en avoir bien davantage. C'est-à-dire que si nous sommes moins nombreux au Parlement, avec plus de moyens et plus de pouvoir, ça peut valoir le coup d'essayer de Alors, Alexis, moi, je suis pas pour, je sais pas quel est le mode de désignation. J'ai écouté ce que dit Jean-Luc Mélenchon et cette idée d'une constituante, etc. Mais en tout cas, je pense que vraiment la Ve République est au bout on est en fin de régime et qu'il y a urgence à le faire. Si on ne le fait pas, si on regarde la longue histoire, je parle devant un prof d'histoire, Alexis, le risque, c'est qu'on le fasse dans une période de crise. Ouais. Et oui, 58, c'est le cas. Mais 1830, c'est le cas. 1848, c'est le cas. Le début de la troisième, c'est le cas. Enfin, toute notre histoire démontre qu'on est plutôt capable d'écrire une constitution dans une période de crise. Faisons-le plutôt dans une période normale, ce serait pas mal. Alors, on va voir quelques images d'Alexis. Tu vas juste après, justement, on a quelques images de toi en meeting, justement, sur la 6e République. Et tu vas nous dire si le peuple français est toujours monarchiste, ou en tout cas régicide ou présenticide. On regarde tout de suite la séquence. Il faut donc créer les conditions d'une grande délibération populaire dans le pays, pour que l'on puisse discuter de quels sont les droits nouveaux qui doivent organiser ce pays. C'est là notre proposition d'une assemblée constituante, de la convocation d'une assemblée constituante. Regardez bien tous ceux qui vous parlent de 6e République dans leur programme, de quelle manière ils veulent y arriver. Nous sommes les seuls à dire qu'il faut redonner la parole au peuple, y compris pour rédiger ces nouvelles institutions. Et en disant cela, nous faisons tout simplement dans la continuité de l'histoire de France, telle que chaque fois cela a été nécessaire, nous l'avons fait lors de la Révolution française, en 1848, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le programme des jours heureux, celui de la sécurité sociale, il allait de pair avec l'Assemblée constituante qui a proposé un texte sur la 4e République, dont la première version d'ailleurs de ce texte a été rejetée par le peuple, et c'est la deuxième version qui a été adoptée. Donc si Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il sera en responsabilité, le 14 juillet, c'est comme ça que nous voyons les choses. Il posera une question toute simple au peuple français. M'autorisez-vous à engager un processus constituant? Le peuple alors dira oui ou non. S'il dit oui, eh bien, vers le mois de novembre, des élections seront organisées pour élire des députés constituants. Et nous pensons qu'en janvier 2023, alors se réunirait une assemblée constituante pour que, dans un délai qui permet d'élaborer 12 mois peut-être, une nouvelle constitution soit rédigée. Vous participerez à toute cette discussion. Vous élirez des députés constituants. Vous serez exigeants sur ce qui aura lieu. Nous débattrons ensemble de pourquoi nous voulons faire peuple.
Pourquoi nous voulons faire nation? Pourquoi nous voulons vivre ensemble? Autour de quel droit? Nous ferons en sorte que les citoyens ne soient pas seulement un majeur le temps d'une élection, puis après un mineur tout le reste de l'année. Qu'à tout moment, il y ait des possibilités de dire voilà vers quoi nous voulons que s'engage tel ou tel nouvel débat. Cela, nous ne l'acceptons pas et nous voulons avoir le contrôle éventuellement de pouvoir le dire. Donc voilà, tu as bien résumé dans cet extrait. Tu es d'accord, hein, il est pas mal cet orateur. Je sais pas, mais je suis il a de la verve, il a de la verve. Non, tu me permets de... Oui, ouais, je t'en prie. Voilà. J'avais Non. posé la question, est-ce qu'on est encore un peuple régicide et, par rapport à ce que disait Loïc Hervé? Oh, ça, c'est la tarte à la crème. Le roi de France a été condamné et ça a été un choc extrêmement fort dans toute l'Europe, parce que pour la première fois, dans une des plus grandes monarchies, la plus puissante qui existait, le peuple réglait des problèmes universels d'une manière, d'abord dans un processus politique, je tiens à le rappeler, 1789, l'idée c'était une monarchie constitutionnelle, et puis le roi, lui, n'étant pas fidèle aux promesses qu'il a fait, trahi, etc., etc. Les questions sociales ne sont pas réglées. La guerre, d'ailleurs, a été enclenchée par toute une série de gens assez irresponsables de mon point de vue. Bref, au bout d'un moment, le roi, il faut attendre 1793, le 21 janvier, pour qu'il soit exécuté. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dynamique politique. Bref, non, mais moi, ce que j'ai trouvé passionnant là-dedans, dans ce qu'a dit Loïc Hervé, c'est d'abord un peu de recul historique. On va fêter les 60 ans de la guerre d'Algérie. On ne comprend pas la naissance de la Ve République, et c'est très autoritaire, si on ne comprend pas la crise algérienne. Si on 13 mai 1958. Oui, et le fait qu'il y a une longue histoire coloniale, et depuis 1954, il y a une guerre quasi civile dans le pays, au moins une guerre coloniale et une guerre sur le territoire algérien, mais aussi en France, et que le gouvernement, à ce moment-là, n'arrive pas à s'en sortir. La 4e République, elle a fait des belles choses, du point de vue des politiques intérieures. 4e semaine de congés payés, sécurité sociale, elle reconstruit un pays. Moi, quand j'entends des simplifications en disant « vous voulez revenir à la 4e », j'aimerais rappeler régime des partis, non, etc. Ça fonctionnait, d'accord. Ça fonctionnait. Et il y avait en plus... et c'est pour ça que je suis très d'accord avec ce qu'a dit Loïc Hervé, un surplombant, c'était surplombé d'une vision très républicaine, où il y avait même la mémoire, ça peut sembler un peu, de ce qui s'était passé en 1851 avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte, sur le fait qu'il ne fallait pas qu'un homme concentre des pouvoirs, parce qu'à France, ça avait lieu dans l'histoire, il y a encore cette mémoire républicaine, ça avait mal terminé par un coup d'État. Bref, dans le désordre de la guerre d'Algérie, où on s'en sort pas, ou les roueries et les astuces aussi des gaullistes, qui s'appuient sur différents réseaux, sur la base de la menace d'un coup d'État militaire. Mais quand je dis ça, on me dit « mais tu es fou, Alexis ». En 58, l'opération Résurrection est une opération montée par des réseaux gaullistes avec des secteurs de l'armée pour, à un moment donné, assurer le retour du général de Gaulle. Il y a même un régiment de parachutistes qui va sauter sur la Corse et qui va prendre le contrôle momentanément de la Corse en 58. Donc sur la base de cette pression, la 4e République s'effondre et on donne les pouvoirs au général de Gaulle. Mais même à ce moment-là, c'est ça que je voulais rappeler, il n'est pas élu au suffrage universel. Et il faudra attendre l'attentat du Petit Clamart, l'émotion que ça suscite, et l'idée que le général de Gaulle avait derrière ça, pour aller vers l'élection du président au suffrage universel, qui concentre déjà beaucoup de pouvoirs, mais qui en plus les obtient directement dans un rapport au peuple, en piétinant, si je puis dire, les assemblées. À l'époque, Gaston Monnerville, qui était président du Conseil, dit que cette décision est une forfaiture. Et il y a quand même, me semble-t-il, c'est Georges Pompidou qui est mis en minorité à l'Assemblée nationale sur ces différentes propositions. Il y a un chaos dans le pays. Et François Mitterrand, on peut en penser ce qu'on en veut, quand il a fait 14 ans, d'après la Ve République, écrit des livres, notamment avec un titre définitif, Le coup d'État permanent. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est le contexte de critique de ces institutions. Alors, 62 ans plus tard, on en est où? Ces institutions ont gardé leur trait assez autoritaire, de concentration de pouvoir. Le gaullisme le voulait pour sortir à la crise algérienne, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Moi, me semble être évidemment des institutions qui, dès le départ, ont un problème de concentration de pouvoir sur un seul homme, et dont la tendance est au piétinement du Parlement, accéléré en plus par le quinquennat, qui amène à ce qu'on n'a même plus ce moment. Enfin, je veux dire, l'élection présidentielle, l'élection législative, c'est la même. Je veux que les gens me comprennent bien. Moi, je mets ma tête sur mon affiche et je mets la tête du candidat à côté, c'est Mélenchon. Et tout le monde fait pareil aujourd'hui. Le mot de Playmobil qu'on évoquait tout à l'heure, c'est piquant, mais c'est méchant. Encore que ma gamine aime bien le Playmobil, donc c'est pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne l'impression que, quel que soit le visage à côté de Macron, ils se feront élire. Bon, mais ça, c'est pas bien, parce que c'est la présidentialisation de tout. Donc, il faut réfléchir à de nouvelles institutions. Il faut redonner la parole au peuple français, rediscuter de pourquoi Loïc Hervé et moi, malgré nos désaccords, on peut faire peuple. Parce que si on se met d'accord sur des droits fondamentaux, le fait que c'est le peuple souverain, le fait que réfléchir au rapport entre les représentants et les représentés. Nous, on met l'idée, ça va peut-être vous faire hurler, mais on n'aura plus le temps d'en parler, mais le droit de révoquer les élus à la mi-mandat, par exemple, des référendums d'initiative citoyenne, le fait que ce peuple puisse être un acteur politique, même entre deux échéances électorales. Tant qu'il n'y a pas la suppression du Sénat, ça va.
Bah discutons-en. À quoi sert le Sénat? Je dirais, est-ce qu'il y Oula, a deux chambres? on refera une Non, mais émission. ça peut être intéressant. On Non, mais refera ça une peut- émission. ça peut être Non, mais c'est un vrai intéressant. sujet. Éclairé par l'expérience actuelle. Voilà. Après, comment on s'assure à ce que sociologiquement, il y a même des débats? Moi, je ne suis pas totalement convaincu, mais sensible à certaines choses. Une partie de tirage au sort, pourquoi pas? Non, mais dans l'Assemblée constituante qui discuterait de nouvelles institutions, est-ce qu'on pourrait mettre comme règle que n'y participeraient pas des anciens parlementaires et qu'il y ait aussi un brassage sociologique? Pas totalement, mais qu'il y ait aussi une partie... Enfin, moi, la question à se poser, c'est comment on a celles et ceux qui prennent des décisions qui sont vraiment l'expression de la souveraineté et donc représentatifs. Et sauf des esprits totalement fous, des gens pas sérieux, ne voient pas le problème d'une reproduction sociale sans fin, qui évidemment a des conséquences bien souvent sur les décisions qui sont prises. Bref, tout ça, au-delà des désaccords, ça peut être passionnant comme discussion. Je veux dire, comment on avance? Si on ne règle pas le problème, et vous l'avez pointé, je suis d'accord avec vous, moi je pense que la tentation autoritaire, elle peut augmenter dans le pays. Et il peut y avoir un sentiment général que vous, les parlementaires, vous êtes grassement payés à rien foutre, vous ne servez à rien. C'est ce qu'on entend. Voilà, c'est ce qu'on entend. Qu'en vérité, tout ça n'est qu'une farce, un théâtre, un gros fromage dont vous profitez, et que finalement, rien de tel que quelqu'un, un homme ou une femme énergique qui prenne le contrôle. Et C'est le risque. Voilà. C'est la tentation autoritaire. Absolument. Et moi, je veux dire, si on ne se dit pas que c'est démocratiquement, que c'est pacifiquement, que c'est attaché à l'idée que les décisions qu'on prendra, elles doivent être tout le temps mises dans des cadres de délibération, je le répète, je crois que le bonapartisme, on n'a pas le temps de développer, mais cette idée dans l'histoire du pays, qu'un grand personnage, à un moment donné, peut chevaucher le clivage droite-gauche et être le représentant du peuple à lui tout seul, elle est encore là dans notre histoire. Elle est entretenue d'ailleurs par certains. Et moi, c'est donc avec le poids de l'histoire que je dis attention, les traits bonapartistes de ces institutions, ce présidentialisme exacerbé, né dans un moment particulier de l'histoire du pays, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui, il faut en finir et il faut tranquillement qu'on rediscute vers quoi on veut aller. Bon, moi je pense que c'est dans l'air. Et d'un certain point de vue, c'est d'une bonne raison de voter Mélenchon, même si on n'est pas d'accord avec le reste du programme. C'est que je pense qu'il y a des gens qui se disent voilà, bon, je suis pas d'accord, Mélenchon, vous exagérez, vous êtes trop ceci, trop cela, trop écolo, trop social, qu'importe. Mais ils peuvent se dire au moins il y a un candidat qui propose vraiment de changer d'institution, de passer en 6e République, d'être le dernier président de la 5e République et de ne pas le faire à la Caudillo autoritaire, machin, mais de dire on va rediscuter ensemble, c'est Mélenchon. Et ça donne une bonne raison, supplémentaire sans doute, de se dire au moins pour cette question-là, je vote pour lui. Je vous propose de conclure. Je ne sais pas si... alors, je vais céder la parole à Loïc Hervé. Peut-être que Alexis Corbière t'a convaincu de faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Il reste encore quelques jours, tu peux le faire. Plus sérieusement, c'est vrai que l'un et l'autre, vous avez insisté sur ce point. Et chaque année, il y a un baromètre de la Croix qui montre l'image tout à fait dégradée de l'homme politique. Il doit être à 11 ou 12% de bonne image. Idem d'ailleurs pour les journalistes. Donc tout ce qui est aujourd'hui représentativité est mal perçu par le peuple français et ça s'étiole année après année. Comment sortir? Est-ce qu'il faut justement avoir ce processus constituant pour sortir justement de cette professionnalisation de la vie politique où les citoyens ont le sentiment que, bah oui, se gavent sur notre dos, et puis nous, on n'est jamais représentés, et puis élection piège à con, ça sert à rien, on a toujours été déçus. Comment, toi, en 3 minutes, tu vois les choses pour redonner envie aux citoyens de participer à la vie publique? Je crois que c'est l'enjeu majeur de la période que nous vivons. Et le risque, il est considérable vis-à-vis de nos concitoyens qui risquent à un moment donné de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de renverser ce système-là. Je pense que les élus en sont en très grande partie responsables, et notamment les parlementaires que nous sommes, de n'être pas conscients de cette nécessité du relationnel avec le peuple. Et notamment, moi je fais partie de ces parlementaires qui saturent complètement des coupures de ruban, d'exercices totalement imposés, de l'entre-soi. Et j'avais proposé au président du Sénat, au moment de la crise des Gilets jaunes, de proposer au président de la République d'interrompre les travaux parlementaires pendant quelques jours, quelques semaines, pour mettre les parlementaires sur le terrain. En réalité, si vous regardez votre semaine, vous Alexis Corbière, ou si je regarde la mienne, regardez le nombre de fois où vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et le nombre de fois où c'est l'institution ou les codes sociaux qui vous imposent
un certain nombre de rendez-vous. Et au moment des Gilets jaunes, j'ai reçu des Gilets jaunes à ma permanence. De manière très régulière, dans mon agenda, je dégage complètement des plages pour aller à la rencontre d'acteurs économiques, d'acteurs sociaux, d'acteurs culturels, mais sans l'idée sans arrière-pensée, sans l'idée d'un retour, simplement pour m'imprégner. Et en fait, je pense qu'on a perdu cette culture-là. Je pense que, de la même manière, on a affaibli le Parlement et le parlementaire en tant que tel dans son travail. Donc, je pense qu'il y a eu d'abord une autocritique. J'entends ce que dit Lacroix, très bonne référence, et notamment le fait d'avoir cette grille annuelle. Mais je crois qu'il y a une introspection, pas pour faire le gâteau, mais une introspection à avoir de chaque parlementaire, notamment en début de mandat, pour savoir quel est notre rôle. Et j'avais eu des discussions assez lunaires avec nos collègues qui ont été élus dans la majorité présidentielle en 2017, sur la représentation, alors qu'ils étaient nouveaux, alors qu'ils étaient frais, sur le rapport qu'ils avaient avec leur mandat. Et c'était assez préoccupant de voir qu'en fait, il n'y a pas cette culture-là de l'imprégnation de l'éponge que nous devons être. Alors justement, tu auras le mot de la fin, puisque Loïc Hervé a eu le privilège de débuter l'émission. Ça me fait penser à justement cette discussion très riche que vous avez eue sur les institutions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à redéfinir dans cette constituante le rôle du député et la fonction elle-même? Je m'explique. On dit souvent, tu en as parlé, député de... Mais en fait, on est député à l'Assemblée nationale. Ouais. On est une part de souveraineté nationale. Et le député, par rapport au sénateur, ne représente pas un territoire. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi à ça pour qu'il y ait plus de représentativité? Tu le disais, très peu de représentativité, et notamment les classes populaires qui sont exclues du champ parlementaire, malheureusement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, alors, c'est... Il y a une forme de municipalisation, des fois, du mandat de député, sénateur, je ne sais pas, encore que, c'est-à-dire que les gens, comme ils voient bien qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup de pouvoir, ils ont l'impression qu'ils nous ramènent à des problèmes qui sont des problématiques tout à fait intéressantes, parce que la dégradation d'un local public de l'école ou le trottoir qui est troué, ça peut embêter beaucoup de gens. Mais les gens viennent voir les parlementaires sur des problématiques locales parce que, bon, et c'est une vraie difficulté parce que quand il ne faut pas être arrogant non plus, mais on leur dit, moi je suis élu pour aller à l'Assemblée nationale et discuter des lois, et pour ce qui est de la problématique qui est la vôtre, à moins qu'elle ait une conséquence nationale, c'est d'autres acteurs, je n'ai pas le pouvoir pour ça. Ou alors à l'inverse, le parlementaire, je le vois en Seine-Saint-Denis, on va souvent le voir parce qu'on a des difficultés de logement, des difficultés de papier, etc. Et on fait un énorme travail d'interpellation, etc., mais dont on sait bien souvent qu'il a une faible efficacité, et de toute manière, bon. Donc, une fois de plus, je crois que bien sûr, Loïc Hervé dit qu'il y a le comportement, c'est important, mais il y a quand même les institutions. Quels sont les pouvoirs réels? Déjà, je le répète, de la relation entre le représentant et le représenté. Est-ce que, éventuellement, si quelqu'un ne fait pas le boulot, est-ce qu'il y a un contrôle qui est exercé? C'est l'idée quand même du droit de révoquer. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas le boulot ou prend des positions qui sont totalement contraires à ce que majoritairement les gens pensent, ben ça peut avoir des conséquences politiques. Ça mènera à un autre rapport. Et quels sont les droits réels des députés? Aujourd'hui, la possibilité d'initiative des lois, elle est quasiment plus chez les députés. Alors, on a nos niches. On fait un petit spectacle une fois par an. Nous, les Insoumis, on profite pour en mettre des textes. Mais enfin, bon, c'est un théâtre, parce qu'ils votent tous contre. Ils viennent, et, mécaniquement, ils lèvent la main et ils repartent. Bon, c'est pas très intéressant. Et on a un Parlement où, bien souvent, les lois sont à l'initiative du gouvernement. Ce qui amène à ce que des gens... Je vais prendre un exemple. C'est pas totalement sur un texte, mais moi, j'ai été sidéré que quand Édouard Philippe est parti, le nom de Jean Castex est arrivé. À titre personnel, je n'avais jamais entendu parler de Jean Castex. J'ai un peu discuté avec quelques collègues marcheurs, leur disant, tu le connais? Personne ne le connaissait. Pour autant, 2 jours plus tard, à l'Assemblée nationale, ils ont tous voté pour qu'il devienne Premier ministre. Alors, je ne veux pas manquer de respect à M. Castex, mais enfin, voter pour un homme, confier un pays à un homme qu'on ne connaissait pas 48 heures avant, uniquement parce que le président de la République l'a mis, pose quand même toute une série de problèmes sur quels sont les pouvoirs réels des députés. Bon, bref, tout ça pour dire que moi, je pense qu'il faut qu'on rediscute de tout ça. Est-ce que c'est plus par des scrutins, c'était peut-être la question de Didier Maesto, plus proportionnel, qui peut être intéressant. C'était un peu le fond. Un modèle 86, nous on était plutôt aussi pour ceux qui s'en souviennent 1986 départemental proportionnel, qui permet d'assurer à ce que les sensibilités politiques peuvent être plus représentées avec des seuils de représentativité. Ça évitera que finalement bien souvent l'élection législative c'est une forme de petite élection présidentielle au niveau local surplombée par la grande élection présidentielle. Alors ça a des petits avantages, mais effectivement c'est assez
voilà, ça donne l'impression qu'après on a son petit territoire qu'il faut défendre. Et ça, c'est une tension permanente. Moi, je vois des fois certains de mes adversaires au niveau local disent ouais, Corbière, il est à la télé, il est à l'Assemblée, on l'a pas vu à tel truc. Oui, mais je veux dire, pardon, j'invite chacun à regarder que quand on est à l'Assemblée ou même un député national, j'assume le fait que je suis un des animateurs nationaux d'un mouvement et qu'il m'est arrivé de faire des réunions dans d'autres villes, parce que je pense que quand je participe à ce débat national, j'honore aussi ma fonction de parlementaire. Je ne la vis pas uniquement comme une question locale. Voilà, bon, tout ça, il faut en discuter tranquillement, parce que ces institutions, elles sont à bout de souffle, et il faut en imaginer de nouvelles, plus démocratiques, plus participatives, plus à l'image de ce qu'est devenu le pays. Il n'y a plus le même nombre de paysans aujourd'hui qu'il y avait en 58. Il se concentre plus dans des agglomérations, il est moins rural. Le pays a évolué, et ces institutions n'évoluent pas. Et en 93, la grande idée des révolutionnaires, quand même, c'est que nulle génération ne peut imposer aux générations futures ces institutions. Donc on peut en discuter, et on doit en discuter quand on est vraiment républicain. Parce qu'un système où on est en quelque sorte enfermé dans une institution dont on ne peut plus débattre, ce n'est pas une démocratie. On doit toujours pouvoir discuter de ça. Censitaire et fermé. Oui, et puis vraiment qui est quasi autoritaire. C'est-à-dire, en gros, ce sont les institutions et quand je dis ça parce que j'ai même entendu. Il ne faut pas repartir dans un débat. Hein, non, mais j'ai entendu des critiques où on me dit qu'on serait anti-républicain parce qu'on veut critiquer la 5e. Mais non. Ouais. Ah non. Vous comprenez l'idée. Donc, allez. Toujours des bonnes raisons de voter Mélenchon. Voilà. En tout cas, merci l'un et l'autre pour la qualité et la richesse de ce débat, pour sa courtoisie aussi et son calme. En tout cas, moi, pour l'instant, je me révoque. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Très vite. Moi, je reviendrai. Salut.